Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre statique des fluides, partie mouvement et interaction. Sommaire 1. Qu'est-ce qu'un fluide? 2. Température d'un fluide. 3. Pression d'un fluide. 4. Masse volumique d'un fluide. 5. Loi de Mariotte. 6. Force pressante. 7. Loi fondamentale de la statique des fluides. 1. Qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide est un corps composé de particules pouvant se déplacer les unes par rapport aux autres. On retrouve cette propriété pour les états liquides et gazeux. Un fluide est donc soit un liquide, soit un gaz. Un fluide se caractérise par sa capacité à s'écouler. Il peut être décrit par des grandeurs telles que sa masse volumique, sa température, sa pression. 2. Température d'un fluide. La température est une grandeur qui peut être exprimée dans deux échelles principalement, l'échelle température Celsius ou l'échelle de température Kelvin, et non pas Kelvin. L'échelle de température Celsius. Dans cette échelle, la température se note souvent avec la lettre grecque θ. Elle s'exprime en degrés Celsius. Le symbole, alors petit rond en exposant, C majuscule. Cette échelle est établie à partir de deux températures repères, celle de la fusion de la glace pure, utilisée pour définir le zéro de cette échelle, et celle de l'ébullition de l'eau pure, utilisée pour définir la valeur 100 de cette échelle. L'échelle de température Kelvin. Dans cette échelle, la température se note en général T majuscule, T comme température, et s'exprime en Kelvin, de symbole K majuscule. Comparaison des échelles de température Kelvin et Celsius. Ces deux échelles ont adopté le même système de division. Il en résulte qu'une différence entre deux températures a la même valeur. Par exemple, une différence de 2 degrés Celsius correspond aussi à une différence de 2 Kelvin. Une différence de 15 Kelvin équivaut à une différence de 15 degrés Celsius, etc. Par contre, ces deux échelles n'ont pas la même origine. Leur point zéro n'est pas le même. L'origine de celle de l'échelle Celsius, c'est la température de la glace fondante, température de fusion de l'eau pure sous une pression d'une atmosphère. L'origine de l'échelle Kelvin correspond quant à elle au zéro absolu. Il s'agit de la température la plus basse que la matière peut atteindre et qui correspond à une absence totale d'agitation thermique. Conversion de température. Il existe un décalage de 273 environ entre les deux échelles de température. En effet, le zéro absolu, pris comme origine de l'échelle Kelvin, correspond à une température de moins 273,15 degrés Celsius. Par conséquent, pour convertir une température en Kelvin, il suffit de lui ajouter 273,15, ou 273 si l'on souhaite arrondir à l'unité près. La conversion des degrés Celsius vers les Kelvin peut se faire grâce à la relation suivante. Température en Kelvin est égale à température en degrés Celsius plus 273,15, où T est la température en Kelvin, θ est la température en degrés Celsius. Par exemple, une température de 2 degrés Celsius correspond à une température en Kelvin, T est égal à 2 plus 273,15, soit 275,15 Kelvin. Si l'on a une température de 10 degrés, alors elle correspond en Kelvin à une température qui vaut 10 plus 273,15, c'est-à-dire 283,15 Kelvin. La conversion des Kelvin vers les degrés Celsius se fait quant à elle en soustrayant 273,15, ce qui revient à utiliser la relation suivante. Température en degrés Celsius est égale à température en Kelvin moins 273,15. Par exemple, une température de 300 Kelvin correspond à une température en Celsius de 300 moins 273,15, c'est-à-dire 26,85 degrés Celsius, et non pas Kelvin, comme c'est noté, c'est une petite erreur. Une température de 220 Kelvin, quant à elle, correspond à une température en degrés Celsius de 220 moins 273,15, ce qui nous donne moins 53,15 degrés Celsius. Là aussi, ne vous laissez pas tromper par la petite erreur qu'il y a sur l'écran, c'est bien une température en degrés Celsius. Température et propriétés de la matière à l'échelle microscopique.
La température reflète l'état d'agitation de la matière. Plus l'agitation dite thermique, des entités qui la composent est importante, et plus sa température est élevée. Inversement, plus la température d'un corps croît, et plus l'agitation des molécules, des atomes ou des ions est importante. Leur vitesse de déplacement et de vibration sont plus importantes. La température, donc on retient que la température d'un corps dépend de l'agitation de ces entités chimiques. 3. Pression d'un fluide. Alors qu'est-ce que la pression? Définition. La pression est une grandeur physique définie en tout point d'un fluide. Elle exprime la poussée qu'exerce au sein de ce fluide ou sur un corps avec lequel il est en contact. Notation à unité. La pression se note P, P comme pression. L'unité de pression du système international est le pascal, de symbole P majuscule A minuscule, en hommage à Blaise Pascal. D'autres unités de pression sont couramment utilisées, et il est nécessaire de savoir les convertir en pascal. Donc tout d'abord le bar, de symbole bar, tout simplement. Un bar vaut 10 exposant 5 pascal, c'est-à-dire 100 000 pascal. Il correspond à une valeur approchée de la pression atmosphérique, qui en moyenne est de 101 325 pascal. Deuxième unité à connaître, l'atmosphère, de symbole atm. Une atmosphère vaut 101 325 pascal. Si l'on arrondit, ça nous donne 1,013 fois 10 exposant 5 pascal. La pression atmosphérique. Alors, définition, on appelle pression atmosphérique la pression de l'air libre, c'est-à-dire la pression de l'air présent dans l'atmosphère. La pression atmosphérique moyenne a une valeur de 101 325 pascal. Cette valeur est susceptible de subir des variations et dépend de l'altitude. Lorsqu'un liquide a une surface libre en contact avec l'air libre, la pression à la surface du fluide correspond à la pression atmosphérique. Il y a un équilibre entre les deux. Pression et propriété de la matière à l'échelle microscopique. La pression traduit la poussée que peut exercer un fluide sur un corps. Cette poussée résulte des collisions entre les molécules du fluide et la surface du corps. Je vais un petit peu vite, excusez-moi. Par conséquent, plus les chocs moléculaires sont nombreux et violents, et plus la pression est élevée. 4. Masse volumique d'un fluide. Donc, la masse volumique d'un fluide se note avec la lettre grecque ρ. Elle s'exprime toujours en kilogrammes par mètre cube et peut se calculer grâce à la relation ρ est égal à m sur v. Donc masse du corps divisé par son volume. Lorsqu'un fluide est incompressible, c'est le cas des fluides et liquides, alors la masse volumique est constante. Elle reste la même en tout point du fluide. Lorsque le fluide est de l'eau douce, alors sa masse volumique est proche de 1000 kg par mètre cube. Lorsqu'il s'agit d'eau de mer, d'eau salée, la masse volumique varie, le plus souvent entre 1025 et 1050 kg par mètre cube. 5. Loi de Mariotte. Cette loi est aussi parfois appelée loi de Boyle-Mariotte. La loi de Mariotte concerne les gaz. Elle permet de prévoir l'évolution de leur volume à partir de leur pression et inversement. Donc voici la loi de Mariotte. Si un gaz évolue d'un état numéro 1, pression P1 et volume V1, vers un état numéro 2, pression P2, volume P2, alors on a la relation suivante, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2, où les deux volumes V1 sont exprimés dans la même unité, soit tous les deux en mètres cubes, soit tous les deux en litres. Les deux pressions P1 et P2 sont également exprimées dans la même unité, en général en pascal. Attention, cette relation est valable à condition que la température du gaz ne change pas d'échauffement ni de refroidissement, et que la quantité de matière du gaz ne change elle non plus pas pendant la transformation, pas de gaz en plus ou pas de gaz en moins. La loi de Mariotte permet de déterminer la pression que possède un gaz. Donc, P2 est égal à P1 fois V1 sur V2. La loi de Mariotte permet aussi de déterminer le volume que possède un gaz. V2 est égal à P1 fois V1 sur P2. 6. Force pressante. Définition. Les forces pressantes sont les forces de poussée exercées par un fluide
sur tout corps avec lequel ce fluide est en contact. Caractéristiques. La direction est perpendiculaire à la surface de contact entre le fluide et le corps. Sens, c'est une force de poussée qui s'exerce donc toujours de l'auteur, le fluide, vers le corps. Point d'application. Les forces pressantes s'exercent en tout point de la surface de contact. Si la pression est uniforme, à même valeur sur toute la surface de contact, alors la résultante des forces pressantes a pour point d'application le centre de la surface de contact. Si par exemple la surface de contact est un carré, alors le point d'application est le centre de ce carré. Valeur, elle peut être calculée grâce à la relation F est égal à P fois S, que l'on va développer dans le paragraphe suivant. Donc valeur des forces pressantes. La valeur d'une force pressante peut être calculée grâce à la relation suivante, F est égal à P fois S, où F est la valeur de la force pressante en newton, au niveau de la surface, P est la pression exercée par le fluide au niveau de la surface de contact, PA, en pascal, S est la valeur de la surface de contact en mètres carrés. Cette relation indique que la valeur de la force pressante est proportionnelle à la pression, et que la valeur de la force pressante est aussi proportionnelle à la surface de contact. Inversement, lorsque la valeur d'une force pressante exercée par un fluide sur un corps est connue, il est possible d'en déduire la valeur de la pression. P est égal à, alors non pas P sur S, ça n'a aucun sens, P est égal à F sur S. Hein, attention à cette petite erreur. P est égal à F sur S et non pas P sur S. 7. Loi fondamentale de la statique des fluides. Cette loi s'applique pour un fluide au repos, c'est-à-dire sans mouvement et donc sans écoulement, et aussi lorsque ce fluide est incompressible. Donc la masse volumique reste constante ou ne subit que des variations trop faibles assez faibles pour être négligées. Elle résulte de l'application des lois de la mécanique à un système en équilibre pour lequel la somme des forces, somme pressante et poids, est nulle. La loi fondamentale de la statique des fluides s'exprime en considérant que deux points distincts d'un même fluide, un point numéro 1 d'altitude Z1 à la pression P1, un point numéro 2 d'altitude Z2 à la pression P2. Donc les altitudes Z1 et Z2 sont exprimées par rapport à une origine que l'on peut choisir librement. Il s'agit souvent de la surface du fluide ou parfois du fond du récipient. Par contre, l'axe des altitudes est toujours orienté vers le haut, ce qui implique que si l'origine est choisie au niveau de la surface d'un fluide, alors tout point sous cette surface possède une altitude Z négative. Donc voici un schéma qui résume la situation, où on reporte le fluide avec sa surface, l'axe des altitudes orienté vers le haut. Ici on a pris comme origine la surface du fluide, et donc si on considère deux points 1 et 2, ils seront tous les deux caractérisés par leur altitude Z1 et aussi par leur pression, P1 et P2 pour le point numéro 2. La loi fondamentale de la statique des fluides s'exprime par la relation suivante. P1 plus ρgz1 est égal à P2 plus ρgz2. Ou encore, P1 moins P2 est égal à ρg fois Z2 moins Z1. Donc dans ces deux relations, P1 et P2 sont les pressions en pascal, ρ est la masse volumique du fluide auquel appartiennent les points 1 et 2 exprimés en kg par mètre cube, tandis que Z1 et Z2 sont les altitudes en mètres. Cette expression peut être utilisée pour trouver la pression au point numéro 1. On obtient P1 est égal à P2 plus ρgz2 moins ρgz1, ou encore P1 est égal à P2 plus ρg fois Z2 moins Z1. On peut l'utiliser pour trouver la pression au point numéro 2. Dans ce cas-là, P2 est égal à P1 plus ρgz1 moins ρgz2, ou encore P2 égale P1 plus ρg fois Z1 moins Z2. On peut l'utiliser pour trouver une différence de pression entre deux points. Delta P est égal à P2 moins P1 est égal à ρg Z1 moins Z2. On peut l'utiliser pour trouver une altitude en fonction des pressions et d'une autre altitude. On peut écrire par exemple que Z1 est égal au rapport de P2 moins P1 divisé par ρg, auquel on ajoute Z2. Interprétation de la relation fondamentale de l'hydrostatique. La pression augmente lorsque l'altitude diminue. Plus un point est situé à une profondeur importante, sous la surface, et plus la pression y est élevée. La pression dépend de la masse volumique du fluide.
Celle-ci varie de manière plus importante avec l'altitude lorsque la masse volumique est élevée. Donc ce cours est terminé, n'hésitez pas à faire vos remarques et vos commentaires et vous poser vos questions en commentaire si vous en avez.